Dans la série des émissions dramatiques de science-fiction, veuillez écouter Une porte sur l'été de Robert Heinlein, adaptation radiophonique de Catherine Bourdet, avec dans les principaux rôles Jean-Pierre Cassel, Pierre Mondy, Claude Jansac, René Clermont, Agathe Natanson. Réalisation Henri Soubeyran. Par un des hivers qui précéda de peu la guerre de 6 semaines, j'habitais avec mon chat de gouttière, Petronius le Sage, une vieille ferme dans le Connecticut. Je doute qu'elle s'y trouve encore. Elle était située en bordure de la zone qui fut soufflée, et Manhattan n'échappa à la destruction que de justesse. Cette maison avait un défaut, ses 11 portes de sortie, 12 en comptant la chatière de Pete. Habituellement, Pete utilisait sa chatière, mais il refusait absolument de l'employer par temps de neige, et il venait me tanner jusqu'à ce que je lui ouvre une porte. Il avait la conviction, inébranlable, que l'une d'elles, au moins, devait s'ouvrir en plein soleil, s'ouvrir sur l'été. Il me fallait donc, chaque fois, faire le tour des 11 portes en sa compagnie, les lui ouvrir l'une après l'autre et lui faire constater que l'hiver sévissait également. Le 3 décembre 1970, je cherchais, moi aussi, une porte ouvrant sur l'été. La plupart de celles que j'avais essayées dernièrement étaient des portes de bar, du genre de celles qui se dressaient précisément devant moi à ce moment-là. Grill bar sans souci, disait l'enseigne. J'entrai, repérai une table dans un box, posai soigneusement sur la banquette le fourre-tout que je portais, me glissai à côté et attendis le garçon. Vas-y, d'où, Pete? Pipi. Pas question, tu viens d'y aller. Boucle-la, voilà le garçon. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que je vous sers? Un double scotch maison, un verre d'eau fraîche et un ginger ale. De ginger ale, monsieur? Avec du scotch? On n'en avait pas? Ah, bien sûr que Eh bien, si, apportez-le. Je ne le boirai pas, c'est pour la vue. Ah bon? Et apportez-moi aussi une soucoupe. Oui, monsieur. Ne te fais pas de soucis, mon cher Pete. Le garçon ne t'a pas remarqué. Reste bien caché dans le fourre-tout tant que je ne t'ai pas dit de sortir. Et attention, le voilà, avec nos consommations. Voilà, monsieur. Nous allons nous régaler. Voilà. Et vous voulez un autre verre pour le ginger ale, monsieur? Non, merci, je suis un vrai de vrai. Je bois à même la bouteille. Combien je vous dois? $2,50. Tenez, gardez la monnaie. Merci beaucoup, monsieur. Tu peux sortir, Pete, à la soupe. À la santé des femmes, mon cher Pete. Trouvons-en et oublions-les aussi vite. Enfin, si on peut. Toi, ça ne te demande aucun effort, tu es un célibataire né. Mais moi, oublier Belle... Tiens, c'est drôle, il y a une affiche lumineuse de l'autre côté de la rue qui dit « Oubliez vos ennuis en rêvant avec Mutual Assurance Company ». Si on s'offrait une hibernation tous les deux. Hein, on a les moyens. J'ai dans la poche un énorme chèque et un certificat de possession d'actions de la société Robot Maison et Compagnie. Tu imagines ça? On prend un long sommeil et on se réveille, disons, dans 30 ans. Tu sais quel âge aura Belle Darkin à ce moment-là? Elle aura 53 ans. Elle sera vieille et ridée, et nous n'aurons pas bougé d'un pouce. Sale gourmand. Tu as interrompu la chaîne si agréablement méchante de mes pensées. Où en étais-je? À la tienne. Et cesse de boire à cette vitesse. Qu'est-ce que c'est? 22, le garçon plonge. Excusez-moi, mon homme, il va falloir faire sortir ce chat. Quel chat? Celui que vous avez fait boire dans cette soucoupe. Je ne vois pas de chat. On va parler, il est rentré dans le sac. Sac? Chat? Oui. J'ai l'impression que vous essayez de faire de l'esprit. Vous payez pas ma tête, hein. Vous avez un chat dans ce sac. Ouvrez-le. Avez-vous un mandat de perquisition? Comment?
Demander à voir l'intérieur de mon sac sans mandat de perquisition, c'est contre le règlement. 4e amendement. Et écoutez, monsieur, moi j'ai une licence dont je dois tenir compte. Voyez, pas de chat, pas de chien, c'est inscrit là, regardez, règle d'hygiène. Vous voyez ces traces de rouge à lèvres sur mon verre? Non, je vois pas de rouge, moi. Je l'ai essuyé. Mais si vous voulez que nous l'emportions à la commission de la santé publique afin de faire un constat de bactéries... Je vais te mandater? Non. Ah bon. Bon, alors écoutez, nous sommes quittes, hein? Je fouille pas votre sac et vous m'emmenez pas à la commission de la santé publique. Bon, maintenant, si vous voulez boire un autre verre, veuillez le prendre au bar. C'est la maison qui vous l'offre. Nous allions justement nous en aller. Sans rancune? Sans rancune. J'avais projeté d'amener boire mon cheval, mais puisque c'est comme ça, vous n'aurez pas notre clientèle. Mais notre règlement ne mentionne pas les chevaux. Mais permettez-moi encore une petite chose. Ce chat, boit-il vraiment du ginger ale? Il le préfère avec un peu de bitter, mais quand il y est forcé, il le boit plus. Ah bon? Au revoir. Ah, mais dites donc, il va complètement s'abîmer les reins. Enfin, ça vous regarde. Amen. Tu as vu, Pete? C'est un triste monde. Pire que triste, lorsque deux amis ne peuvent prendre un verre sans être espionnés. La décision est prise. Si tu veux, puisque nous allons le faire, inutile de tergiverser. À l'unanimité, il n'y a qu'à traverser la rue, la Mutual Assurance Company est juste en face. Asseyez-vous, monsieur, je vous en prie. Merci. En quoi pouvons-nous vous être utiles? Je désire prendre le long sommeil. Très sage décision. Que j'aimerais pouvoir en faire autant. Malheureusement, je ne suis pas libre. Des responsabilités familiales... permettez-moi de vous aider à remplir ce formulaire. Ensuite, nous procéderons à l'examen médical. Un moment, je vous prie. Pardon? Une question d'abord. Avez-vous l'équipement nécessaire pour faire hiberner un chat? Vous plaisantez? Pas du tout. Pete, montre-toi. Oui, nous sommes deux inséparables. Ah bon? Ayez la bonté de répondre en toute sincérité à ma question. Si c'est non, j'irai de ce pas jusqu'à la Central Valley Liability. Leurs bureaux sont dans le même immeuble, n'est-ce pas? Monsieur... Excusez-moi, je n'ai pas compris votre nom. Dan Davis. Lorsqu'on passe notre porte, monsieur Davis, on se trouve placé sous la protection bénévole de la Mutual. Je ne puis vous permettre d'aller à la Central Valley. Mais qu'envisagez-vous pour m'en empêcher? Le judo? Je vous en prie, monsieur, notre compagnie a une éthique. Oh, écoutez, monsieur, nous perdons notre temps. Est-ce que la Mutual acceptera mon ami, oui ou non? Voulez-vous donc vraiment payer pour que cet animal soit gardé vivant en état d'hypothermie? J'entends que nous prenions tous deux le long sommeil. Et ne traitez pas mon ami d'animal, il a un nom, Petronius. Oh, excusez-moi. Je poserai ma question en d'autres termes. Seriez-vous disposé à débourser 2 dépôts de sécurité afin que vous-même et Petronius soyez admis dans notre sanctuaire? Oui, mais pas 2 dépôts standards. Il est normal que je paye un supplément, mais vous pouvez nous fourrer tous deux dans le même cercueil. Ceci est tout à fait inhabituel, monsieur. Bien entendu, mais nous discuterons des questions d'argent plus tard. Ou je discuterai avec la Central Valley. Ce qui m'intéresse avant tout est de savoir si vous êtes disposé à accepter Pete. Un moment, s'il vous plaît. Henriette, passez-moi le docteur Berquist. Nous allons avoir la réponse tout de suite. Allô, docteur Berquist, ici Powell. Dites-moi, j'aimerais savoir si nous sommes en mesure de faire hiberner un chat. Oui, un chat. Ah! Enfin, très, très bien. Non, très bien, je vois. Bon, je vous remercie, docteur Berquist. Excellente nouvelle, monsieur. J'avais oublié que les premières expériences favorables furent effectuées précisément sur des chats. La technique et les facteurs critiques sont donc entièrement établis pour ces animaux. Nous pouvons non nous charger de Petronius. Bon, très bien. Passons à la question d'argent. Comment se fera le paiement de nos soins pendant que nous hibernerons? Mais le tarif est inscrit sur le formulaire. Pour votre chat, nous vous compterons 15% du tarif humain, ça vous paraît raisonnable? Tout à fait. Je sais d'autre part que votre compagnie d'assurance, comme les autres d'ailleurs, se charge de placer les capitaux de leurs clients pendant leur séjour en glacière. En effet,
Vous connaissez notre slogan, travailler en dormant. Je désire conserver les titres que je possède de la société Robot Maison et utiliser l'argent liquide que j'ai à l'achat d'autres actions dans différentes branches susceptibles, d'après moi, d'extension, l'automation par exemple. Eh bien, vous inscrivez dans le formulaire vos ordres d'achat et nous nous chargerons de tout. Mais combien de temps désirez-vous hiberner? 30 ans. Jusqu'en l'an 2000. Oui. C'est un joli chiffre tout rond. Si je prolonge davantage mon absence, je risque d'être complètement perdu à mon réveil. Oui, vous avez raison. Eh bien, monsieur, il vous reste à passer l'examen médical. Je vais vous envoyer chez le docteur Berquist. Depuis combien de temps êtes-vous dans cet état d'ébriété, jeune homme? Ébriété, docteur. Parfaitement. Comment pouvez-vous dire cela? Je suis aussi à jeun que vous. Si pensant, passant, tu passes par ce passage, passant, tu n'es pas sage. Faites-en autant. Non, ne plaisantez pas, répondez-moi. Eh bien, à vrai dire, environ 2 semaines, peut-être un peu plus. Oui, je vois. Buveur de choc. Vous vous adonnez souvent à ce genre de sport? Eh bien, c'est-à-dire que c'est tout à fait récent. Écoutez, docteur, il y a 2 semaines encore, j'étais à la veille de me marier. J'avais un travail qui me plaisait, j'étais en passe de devenir riche en restant mon maître. Vous comprenez, c'est moi l'inventeur du robot maison et de tous ses descendants. Au début, ce n'était qu'une espèce d'aspirateur perfectionné. Il avançait doucement, à la recherche de saletés à supprimer, progressant par courbes implacables des jours entiers, sans aucune surveillance, glissant sur les planchers propres, toujours en quête de planchers souillés, balayant, essuyant, aspirant, brossant, frottant, polissant, cirant, astiquant, fourbissant. Oui, passons. Et peu à peu, je l'ai perfectionné. Je voulais le rendre propre à toutes les tâches domestiques. Je voulais qu'un ménage pût acquérir pour le prix, mettons d'une bonne voiture, l'équivalent du domestique chinois dont nous rêvons tous. Ce fut le robot maison lave-tout, puis mon dernier né, le robot à tout faire, une sorte de chaise roulante que j'ai dotée de bras extensibles, de mains, d'yeux, d'oreilles et d'un cerveau. Un beau cerveau moyen. Un crétin docile, c'est tout ce que je voulais obtenir. Jamais Miles, c'était mon associé, n'aurait pu construire la machine, alors que moi, j'en étais capable avec l'assistance de n'importe quel associé, et même sans associé du tout. Sans compter que plus de 60% du capital de démarrage était à moi. Bien sûr, il me fallait quelqu'un pour faire prospérer l'invention. Je ne suis pas un homme d'affaires, je suis un ingénieur, vous comprenez? Oui, je comprends. Non, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, je suis dépossédé de tout. Miles m'a trahi, lui, mon associé, mon meilleur ami, et c'est ma faute. J'ai eu la fatale imprudence de faire don d'une partie de mes actions à ma future femme, en cadeau de fiançailles. Elle avait refusé un gros diamant que j'étais prêt à lui offrir quitte à m'endetter. Dire que nous l'avions engagé, Miles et moi, comme simple dactylo dans notre affaire. Ah, elle nous a bien embobinés. D'abord moi, puis Miles. Mon chéri, peux-tu venir un moment dans le bureau de Miles? Oui, pourquoi? Parce que Miles veut nous voir. Ah, pourquoi? Il veut que nous ayons une réunion d'actionnaires. Une réunion d'actionnaires, mais pourquoi faire? Oh, ça ne sera pas long. Tu ne t'es pas beaucoup intéressé au côté commercial de l'affaire, c'est un dernier, chéri. Alors Miles désire mettre certaines choses en ordre et préciser certains aspects de notre futur politique. Je m'occupe du laboratoire de recherche et des ateliers, n'est-ce pas là ce que je dois faire? Oh, bien sûr, mon chéri. Miles dit que ce sera pas long. Que se passe-t-il? Nous avons des ennuis? Pas du tout, chéri. Miles ne m'a rien dit de tel. Alors allons-y. Entre. Pardon? Alors Miles, de quoi s'agit-il? Vas-tu me dire ce que signifie toute cette mise en scène? Assieds-toi. Belle, voulez-vous lire l'ordre du jour, s'il vous plaît? Ah, bon. Alors, puisque cela a l'air de devoir se faire dans les règles. Bon, aujourd'hui, mercredi 18 novembre 1970, à 20h05, en présence de tous les actionnaires, Belle inscrit le nom, Dan Davis, président du conseil d'administration, interrogé, a déclaré qu'il n'avait rien à déclarer. Vas-y, Miles, la parole est à toi. Je désire revoir la politique de notre firme et présenter un programme pour l'avenir. Je désire également que le conseil d'administration donne son accord sur une proposition de commandite qui nous a été faite. Commandite?
Enfin, ne dis pas de bêtises, notre affaire marche bien, nous faisons chaque mois des progrès. Qu'est-ce qui te prend, Miles? Pour le nouveau programme, nous avons besoin d'un plus gros capital. Mais quel nouveau programme? Je t'en prie, Dan. J'ai pris la peine de faire un rapport. Laisse Bell en donner lecture. Bon, j'écoute, mais Bell ne lit pas, résume. Il s'agit de remettre le robot à tout faire aux mains d'une équipe de techniciens producteurs, afin de le lancer au plus tôt sur le marché. Non, jamais! C'est l'invention de ma vie, je ne la mènerai pas sur le marché avant qu'elle soit une œuvre d'art. Un tiers de sa dimension actuelle, tous ces éléments interchangeables, et si parfaitement souple que non seulement mon robot fera sortir le chat et lavera le bébé, mais qu'il jouera au ping-pong si l'acheteur veut s'offrir un partenaire. Un instant, Dan. En tant que directeur commercial, j'ai le droit d'exiger que ma proposition soit présentée correctement. Tes commentaires viendront ensuite. Permets que Bell continue. Bon, je veux bien, mais ma réponse est non, et c'est moi seul qui suis responsable des fabrications. Pour lancer la fabrication et la vente du robot à tout faire dans le pays, puis à l'échelle mondiale, de gros capitaux sont nécessaires. Les entreprises Manix sont prêtes à nous les accorder. C'est tout? Oui. Bon, à présent, discutons-en, et ensuite nous voterons. Mais ta proposition revient à nous vendre à la Manix. J'ai une contre-proposition à faire. Bon, vas-y. Au lieu de nous agrandir, nous rapetissons. Nous vendons les droits du robot maison et du robot maison lave-tout. D'autres les fabriqueront et nous nous contenterons d'empocher les droits des brevets. Quand le robot à tout faire sera prêt d'ici 3 à 4 ans, nous en ferons autant avec lui. Si Manix veut ses droits et en offre un bon prix, tant mieux. Non, Dan. La vente des droits nous rapporterait, je ne dis pas le contraire, mais ce serait loin de rapporter les sommes que nous encaisserions en fabriquant nous-mêmes. Mais ce n'est pas nous qui fabriquerions Miles. Nous vendrions nos âmes à Manix. Quant à l'argent, de combien as-tu besoin? On ne peut en payer qu'un yacht, une piscine à la fois, et tu les auras avant la fin de l'année. Ce n'est pas ce que je désire. Alors que désires-tu? Toi, Dan. Ta passion est d'inventer différents objets, et moi, je veux diriger une affaire importante, mais vraiment importante. Bon, si c'est ça qui te tente, je pourrais sans doute hypothéquer l'affaire afin de racheter tes parts. Mais Bell et moi, nous serons désolés de te voir partir. Ah non, Dan, je ne tiens pas à vous quitter. Je veux que nous nous agrandissions. C'est une proposition dans les règles que je tiens à soumettre au Conseil. Oh, si tu tiens aux règles, bon. Alors le vote est non, Bell, enregistre-le. Agissons conformément au règlement. Faites l'appel nominal, Bell. Bien, monsieur. Miles Gentry, votant, réponse. Pour. Daniel B. Davis, votant, réponse. Contre, et voilà, désolé Miles, je suis majoritaire. Bell S. Darkin, votant, pour. Mais chérie, tu ne peux pas faire ça. Ces actions sont à ton nom, d'accord, mais tu sais bien que... Annoncez le résultat. Les pour l'emportent. La proposition est adoptée. Non, Bell, je te l'interdis. Tu n'as pas le droit. C'est ignoble. En te donnant ces actions, en cadeau de fiançailles, il était entendu entre nous que je gardais une majorité verbale et le droit prioritaire de vote. Je ne me souviens pas d'un tel accord. Oh, si tu es capable d'agir d'une façon aussi malhonnête comme nous ne sommes que fiancés, que feras-tu quand nous serons mariés? Si tu penses que nous sommes encore fiancés après ce que tu viens de me dire, tu es encore plus idiot que je ne le croyais. Voulez-vous me reconduire chez moi, Miles? Certainement, cher ami. Et voilà. Le lendemain, j'ai reçu une lettre officielle de congédiement, un chèque barré pour solde de tout compte, et un certificat garantissant ma part d'action en l'affaire. Mais le plus extraordinaire fut de découvrir pour la première fois l'existence de mon contrat de travail, qui les autorisait à me renvoyer sans préavis et les copies de transfert de tous mes droits au bénéfice de la firme Robot Maison S.A., tous ces papiers bel et bien signés de ma main. En somme, mes 2 premiers robots étaient leur propriété. Quant au 3e, ils n'avaient pas été brevetés, mais ils ne me laissèrent récupérer ni mes notes, ni mes dessins, ni le prototype. Pourquoi ne me suis-je pas méfié de cette fille? Pete la haïssait. J'aurais dû y voir un signe annonciateur. Qui est Pete? C'est mon chat. Il est difficile de tromper un chat. Et Belle prétendait l'adorer tout comme moi. Or, les règles de la manière chat sont plus rigoureuses que celles de la diplomatie internationale. Résultat, elle se fit griffer. Sale bête! Oh, ma chérie, tu saignes. Je suis désolé, je vais désinfecter ta main et l'entourer de mon mouchoir. Pourquoi a-t-il fait ça, Dan? Je ne faisais que le caresser. Ah oui, mais tu le caressais comme un chien. Il faut jamais tapoter un chat, il faut le caresser en lui lissant les poils. Donne ta main. Voilà, évitez surtout les mouvements brusques ou de le toucher s'il ne peut pas voir ce que tu fais. Voilà. Là, attends. Et puis il faut l'observer. S'il n'a pas envie d'être caressé, il n'acceptera d'être ennuyé qu'un petit moment, par politesse. Les chats sont très polis. Mais il vaut mieux s'arrêter avant que leur patience soit à bout.
Tu n'aimes pas beaucoup les chats, n'est-ce pas? Quoi? Comment? Moi? Ne dis pas de bêtises. Bien sûr que j'aime les chats, mais j'en ai jamais eu. Puis celle-ci est un peu difficile, non? Celui-ci, Pete, est un mâle. Il n'est pas vraiment difficile, puisqu'il a toujours été bien traité. Mais tu sais, il faut apprendre à se conduire avec les chats. Par exemple, il ne faut jamais se moquer d'eux. Ah? Comment? Pourquoi? Ils n'ont aucun sens de l'humour, et cela les offense. Oh, il ne te griffera pas, mais il s'en ira dignement, et ensuite, il y aura toutes les peines du monde à devenir son ami. Et si nous le faisions couper, il serait plus doux, non? Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu dis, Belle. Ben, si, ça lui ferait pas de mal, tout le monde le fait. Mais tu pourrais peut-être nous faire opérer tous les deux. Moi aussi, je serais plus docile, je ne te contredirais plus, je serais d'une douceur exemplaire. Oh, tu es odieux. Mais pas plus que toi. Enfin, ce n'est pas Ricky qui aurait eu une idée aussi saugrenue. Tu vas pas m'accasser avec ta petite amie. Attends qu'elle grandisse et marie-toi avec elle. Comme ça, vous pourrez prendre soin de Pete tous les deux. Et Ricky, ou plutôt Frederica, est la belle-fille de Miles. Sa mère est morte au début de la guerre, et Miles l'a gardée avec lui. Nous sommes très amis tous les deux, depuis qu'elle est toute petite. Je n'ai pas l'habitude de faire du sentiment sur les gosses. La plupart sont des petits monstres qui ne se civilisent qu'en vieillissant, et encore. Mais Ricky, c'est quelqu'un. Et n'allez pas imaginer quoi que ce soit d'anormal dans les sentiments que je lui porte. Il y a 2 semaines encore, j'étais fou de Belle. Je ne voyais que par elle, ce qui rendait, je crois, Ricky très malheureuse. Bon, écoutez, je ne suis pas psychanalyste. Tout ce qui m'intéresse est l'état de votre cœur. Il doit être capable de supporter un abaissement considérable de température. 4 degrés centigrades, c'est tout ce qui vous sera permis pendant votre congélation. D'habitude, je suis tout à fait indifférent à la raison qui pousse les gens à se faire enterrer vivants. Mais votre roman, que j'ai suivi avec intérêt, m'interdit d'approuver votre mise en bière pendant que votre cerveau est imbibé d'alcool. Tournez-vous. Hein? C'est dit, tournez-vous. Oui, je vais vous faire une piqûre dans la fesse gauche. D'ici 20 minutes, vous serez plus à jeun que vous ne l'avez été depuis des mois. Oh, ça brûle. Bon, ce sera tout. Vous pouvez vous rhabiller. Je vais signer vos papiers. Mais je vous préviens que j'ai droit de veto jusqu'à la dernière minute. Ne prenez plus une goutte d'alcool et soyez ici demain à midi pour une vérification finale. Si vous êtes malin, ce dont je doute, vous avez le temps de réviser votre situation. Eh bien, voilà une affaire réglée. Nous allons le voir l'an 2000. Seulement, il n'est pas obligatoire que je me défile sans régler mes comptes. Oui, mais comment? Les poursuivre tous les deux en dommages et intérêts? Idiot, je n'ai aucune preuve. Et de toute façon, les seuls à tirer profit d'un procès sont les avocats. Oui, Pete, tu as raison. La manière forte, comme toi, lorsqu'un chat du voisinage te déplaît, je vais aller trouver Miles, lui arracher le bras et le lui taper sur le crâne jusqu'à ce qu'il nous dise exactement ce qu'il a fait et lequel des deux en a eu l'idée. Nous prendrons notre long sommeil ensuite. Dis donc, je pense à une chose. Ce n'est pas malin de conserver sur moi mon certificat d'actionnaire. Chat échaudé, crâne l'eau froide. Mais à qui l'envoyer? Oui, Ricky. C'est la seule personne sûre que nous connaissions. Nous allons le lui envoyer à son camp scout de Big Bear Lake avant d'aller chez Miles. Elle nous le gardera. Et s'il m'arrive quelque chose? Y as-tu songé? Un accident? Je veux que ce soit elle et toi qui en bénéficient. Vous êtes ma seule famille. Tu sais ce que nous allons faire? Non. Nous allons rendre visite à Ricky à son camp scout. Eh bien, mon vieux, de ma vie, je n'ai vu tant de fillettes. Elles s'ébattent comme des petits chats. Où est Ricky? J'en sais rien. Elles se ressemblent toutes dans leurs uniformes. Ah, mais voici une cheftaine, à l'air pas commode du tout, qui va nous renseigner. Vous désirez, monsieur? Je suis Daniel B. Davis, l'oncle de Frederica Gentry. Les visites ne sont autorisées qu'à 4 heures de l'après-midi. Je ne viens pas en visite. Je viens simplement pour lui remettre un message de sa famille. C'est urgent.
Dans ce cas, vous n'avez qu'à le noter par écrit. Et je le lui transmettrai dès qu'elle aura terminé la danse rythmique. Je ne peux pas faire ça, ce serait tellement plus gentil de lui en faire part personnellement. Il y a un décès dans la famille? Pas tout à fait. Disons, des ennuis graves. Excusez-moi, mademoiselle, je n'ai pas le droit d'en parler. C'est au sujet de la mère de ma nièce. Oh, quel beau matou! Tout le portrait du mien. Je peux le caresser? Oui, c'est le chat de Frédérica. J'ai été obligé de l'amener parce que... enfin, il ne fallait personne pour s'occuper de lui. Attendez un instant ici. Je vous envoie Frédérica. Pete, tu es un chef. Sans toi, elle ne nous laissait pas voir Ricky. Oh, merde. Oui, tu peux le dire. Oncle Danny! Oh, Oncle Danny! Et tu as amené Pete? Oh, mais c'est fantastique, donne-le-moi. Oh, Oncle Danny, je suis très contente que tu sois venu. Et moi, je suis très content d'être là, Ricky. Oh, mais tu as l'air tout drôle, Oncle Danny. Tu as quelque chose à m'annoncer? Oui. J'ai décidé qu'il fallait absolument que je vienne en personne te dire au revoir. Oh, mais tu t'en vas? Oui. Oh, Ricky, cher petit Ricky, je dois m'en aller pour une assez longue période. Mais combien de temps? 30 ans. 30 ans? Je suis désolé, Ricky, je ne peux pas faire autrement. Mais pourquoi? C'est trop compliqué à t'expliquer. Tu sais ce que c'est une cure de sommeil? Bah, évidemment, tout le monde le sait. Je vais faire une cure de sommeil. Oh non. Oh non, Danny, mais alors, je ne te reverrai plus? Bien sûr que si. C'est assez long, mais nous nous reverrons. Et Pete aussi, parce que Pete va m'accompagner. Il va suivre une cure avec moi. Moi, je crois qu'elle a quelque chose à voir avec ton départ. Quoi? Non, si tu veux parler de Belle, tu te trompes entièrement. Elle ne suit pas la cure avec toi? Mon Dieu, non, je ferai des kilomètres pour l'éviter. Tu sais, oncle Danny, j'ai été très fâchée contre toi à cause d'elle. Je regrette, Ricky. Je le regrette vraiment. Tu avais raison et j'avais tort. Mais je te donne ma parole que j'en ai fini avec elle, fini pour toujours. Maintenant, il faut que tu m'aides. Tu vois ce papier? Sais-tu ce que cela représente? Non. C'est un certificat de possession d'action de robot maison. Je désire que tu me le gardes jusqu'à ce que je te le demande. Si d'ici une semaine, tu n'as pas de nouvelles de moi, tu t'arrangeras pour le déposer, sans rien dire à personne, à une succursale de la Bank of America à laquelle je l'ai assigné avec ordre de te le remettre le jour de ta majorité. Bien. Ils feront le nécessaire. Bon, oncle Danny. Et ça vaut beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Assez, mais ça vaudra davantage encore. Alors je n'en veux pas. Mais enfin, Ricky, je tiens à ce que tu l'aies en ta possession. S'il m'arrivait quelque chose... Non, je n'en veux pas. Je ne le prendrai pas parce que... Oncle Danny, tu vas partir pour toujours et tu m'aimes plus. Oh, exactement comme quand tu t'es fiancé avec elle. Oh, c'est pas Pete qui s'en ira à ma bonne non, mais toi tu vas l'y forcer, je ne le verrai plus. Non, Ricky, non, Ricky, tu voudrais nous revoir, Pete et Mais moi. bien sûr, et je ne vous reverrai plus jamais. Tu nous reverras. Mais comment? Tu as dit que tu allais dormir 30 ans, hein, tu l'as dit. Écoute, Ricky, tu ne sais pas ce que tu pourrais faire? Mais non. Tu iras à l'école comme une brave petite. Non. Et tu laisseras s'amasser l'argent. Quand tu auras 21 ans, si tu as encore envie de nous revoir, tu auras assez d'argent pour prendre le long sommeil, toi aussi. Et le jour où tu te réveilleras, je serai là et je t'attendrai. Nous t'attendrons tous les deux, Pete et moi. Mais tu seras vraiment là, oncle Danny? Oui. Oh, Danny. Oui, Ricky. Maintenant, dis au revoir à Pete. Je dois partir. Au revoir, Pete. Au revoir, Danny. À bientôt, Ricky. Nous t'attendrons. Je te signale, Pete, que tu seras obligé de rester dans le sac. Dan, qu'est-ce que tu viens faire? Te parler, Miles? Nous nous sommes tout dit. Pas tout à fait. Je peux entrer? Entre. Belle est avec moi. Ah, je ne m'attendais pas à la trouver chez toi, mais je suppose que sa présence était à prévoir. Par ici. Belle, quelle surprise de te trouver ici.
Ne me dis pas que tu es ravi de me voir. N'essaie pas d'être drôle, Dan. Dis ce que tu as à dire et va-t'en. Ah, ne me bousculez pas tous les deux, je trouve cette réunion un peu plus charmante et inattendue. Mon ex-associé, mon ex-fiancé, tout ce qui nous manque est notre ex-affaire. Voyons, Dan, laisse tomber cette attitude, nous avons agi pour ton bien. Et tu peux reprendre ton travail quand il te plaira. Pour mon bien, vraiment, ça me rappelle ce qu'on dit aux voleurs en le pendant. Quant à revenir... Et qu'en penses-tu, Belle? Est-ce que je dois revenir? Si Miles est de cet avis, bien entendu. Et dire qu'hier seulement c'était... Si Dan est de cet avis, bien entendu. Mais voilà, tout change, n'est-ce pas? Telle est la vie. Mais je ne reviens pas, les enfants, cessez de vous tracasser. Je ne suis venu ici ce soir que pour découvrir quelque chose. C'est-à-dire? D'abord, lequel de vous deux a monté le coup? Ou bien l'avez-vous fait à deux? Oh, voilà une bien vilaine façon de s'exprimer. Oh, si l'expression est vilaine, l'acte l'est 10 fois plus. J'entends les faux qui vous livrent les droits de mes inventions, sans oublier le vol de mes notes et de mes dessins concernant le robot à tout faire, ainsi que celui du prototype lui-même. Oh, il n'est peut-être question de vol. Tu travaillais pour le compte de la compagnie. Vraiment? Je n'ai jamais été un employé, mais un actionnaire, vous le savez fort bien tous les deux. Que va dire la Manix quand je déposerai devant les tribunaux une plainte affirmant que les modèles dont ils désirent se rendre acquéreurs n'ont jamais appartenu à la compagnie, mais qu'ils ont été volés? Qui ne recule devant un scandale en perspective? Oh, c'est ridicule. Tu travaillais pour la compagnie. Il y a un contrat pour le prouver. Voyons, les enfants, gardez vos mensonges pour le tribunal où vous serez appelés à témoigner. Je sais déjà comment cela a été mis au point. Toi, Belle, tu m'as apporté des papiers à signer. S'il y en avait plus d'un, tu avais l'habitude d'attacher les copies à la première feuille pour me simplifier la tâche, évidemment. Tu as toujours été une secrétaire modèle. Et tout ce que j'apercevais des feuilles de dessous était la place réservée à ma signature. À présent, j'ai compris que tu as glissé quelques atouts dans ces jolies petites piles. Dan, mon vieux, si tu espères nous faire des aveux spécieux, tu délires. Ah, assez de tergiversation. Toi, Miles, tu as rédigé les documents et Belle les a tapés et a manœuvré pour que je les signe, c'est ça? Ne réponds pas, Miles. Évidemment que je ne répondrai pas. Il y a peut-être un magnétophone caché dans ce sac. Voilà en effet ce que je devrais avoir, mais ce n'est pas le cas. Tu notes tout, Pete? Attention à ce que vous dites, mesdames et messieurs. Pete est doté d'une mémoire d'éléphant. Miles, il est assez adroit pour avoir fabriqué un magnétophone de la taille d'un paquet de cigarettes. Excellente idée, Belle, la prochaine fois j'en aurai un. Mais je m'en rends parfaitement compte, ma chère. Et s'il le possède, tu parles bien légèrement. Oh, toi, la ferme. Vous en êtes déjà aux amabilités, déjà la brouille entre les voleurs. Fais attention à ce que tu dis, Dan, si tu tiens à ta peau. Non. Je suis plus jeune que toi et je me suis entraîné très récemment au judo. Non, tu n'es pas homme à tirer sur un autre. Tu es plutôt un type à fabriquer de faux documents. Voleur, ai-je dit, et je répète, voleur. Voleur et menteur, tous les deux. Quant à toi, cher ange, tu es une menteuse, une voleuse et une putain. Miles, qu'est-ce que tu attends pour lui casser la figure? Doucement! Ces grossièretés sont calculées pour nous énerver, nous faire dire des choses que nous regretterions. Tais-toi donc. Oh, très bien, laissons-nous insulter. Dan, je reste partisan d'un arrangement à l'amiable. Tu ne gagneras rien devant les tribunaux, mais en tant qu'avocat, je sais qu'il vaut toujours mieux rester hors des tribunaux. Alors, n'est-il pas possible de trouver un terrain d'entente? C'est simple. Obtiens de Belle qu'elle me rende le stock d'actions que je lui ai cédé comme cadeau de fiançailles. Ah non! Je t'ai dit de te tenir tranquille! Pourquoi non, mon ex-chéri? Puisque ce don a été fait en prévision de notre mariage. Ce n'est pas moralement, mais bien légalement que tu es tenu de me les restituer. À moins que tu ne sois prête à m'épouser. Tu peux aller te faire foutre. Mais tu ne fais qu'envenimer les choses, Belle! Je comprends pas qu'il essaye de nous faire sortir de nos gonds. Si c'est ce que tu espérais, Dan, il ne te reste qu'à partir. J'admets que si les choses étaient telles que tu viens de le dire, tu aurais un argument valable, mais elles ne le sont pas. Ce fut un don pour service rendu à la compagnie. Service dépassant son emploi. Oh, quelle merveilleuse théorie. Voyons, mon vieux, si c'était pour service rendu à la compagnie et non à moi personnellement, tu aurais été au courant. Et il eût été normal que tu lui donnes le même montant puisque nous partageons les bénéfices par moitié. Ne me dis pas maintenant que tu as donné à notre cher ami un lot d'actions équivalent. Et si je l'avais fait? Peut-être en effet, l'as-tu fait. Je parie que le cher trésor t'en a persuadé. Sans cela, elle n'aurait pas marché dans cette combine. Si oui, tu peux parier qu'elle a aussitôt fait dûment enregistrer le transfert.
Les dates prouveront que moi, je lui ai fait ce don le jour même de nos fiançailles, annoncé dans la presse, tandis que toi, tu lui as remis ton lot au moment où vous m'avez glissé une peau de banane sous le talon pour me faire tomber. Tout cela sera évident. Peut-être bien qu'un juge me croira finalement. Hein? Qu'en dis-tu, Miles? Tu pâlis. J'ai touché juste, hein? Fumier! Non, Belle, quel est le montant du lot? Le même que celui que tu as obtenu de moi lors de nos fiançailles? Non, non, tu as fait davantage pour lui. Tu devrais avoir touché plus. Fais-le taire, Miles! Mais au fait, peut-être avez-vous une liaison, tous les deux? Ou bien devrais-je dire, êtes-vous fiancés? À moins que vous ne soyez déjà mariés. Oui! Mais oui, je parie que c'est ça. Vous êtes mariés! Miles n'est pas aussi idiot que moi. Il n'aurait jamais fait un don pareil simplement contre une promesse de mariage, n'est-ce pas, Miles? Ah, ne vous donnez pas la peine de répondre. Il y a des registres officiels. Ne perds pas ton temps, je te présente ma femme. Ah, vraiment. Mes meilleurs vœux. Vous êtes dignes l'un de l'autre. Et maintenant, à propos de ma part d'action, puisque Madame Gentry, de toute évidence, ne peut m'épouser, il me semble... Non, ne sois pas ridicule, Dan. J'ai effectivement transféré un lot d'actions au nom de Belle, tout comme toi. Pour le même motif, service rendu à la compagnie. Ainsi que tu l'as dit, tout a été enregistré depuis pas mal de temps. Mais Belle et moi, nous nous sommes mariés jeudi dernier à Santa Barbara. Je suis en train de me demander, Miles, si je faisais faire des recherches par un détective... on découvrirait peut-être que vous vous êtes mariés avant le jeudi dont vous parlez. Par exemple, à Las Vegas. Il se pourrait qu'on retrouve trace de ce mariage. Il se pourrait que la date du transfert d'actions et la date des prétendues remises à la firme de mes droits d'invention fassent un effet saisissant, non? J'ai été très patient avec toi. J'ai essayé d'être conciliant. Maintenant, il est temps que tu partes. Sans quoi je vais me voir dans l'obligation de vous jeter dehors. Toi et ton chat rangé de puce! Bravo! Voilà la première parole d'homme que tu aies prononcée ce soir. Mais il vaut mieux ne pas injurier Pete. Il comprend très bien et il est capable de vous estropier. Ok, ex-ami, je m'en vais. Ah, une dernière petite chose, d'accord? Oui, mais sois bref. Miles, il faut que je te parle. Chut. Je t'écoute, Dan. Je ne dirais pas que je t'en veux vraiment, Miles. Les choses qu'un homme est capable de faire pour une femme indigne sont incroyables. Mais combien de temps faudra-t-il pour qu'elle te trompe, toi? Une semaine? Un mois? Un an, peut-être? Mais aussi sûr que le chien revient à ses ordures... Nous partons, je te plains, mon vieux. Nous avons tous deux commis une erreur, mais tu vas payer seul. Ah. Que veux-tu dire? Nous aurions dû nous demander, au départ, pourquoi une femme si belle et compétente, si pleine de vitalité, consentait à accepter un travail si mal rémunéré. Si nous avions fait une enquête sur ses antécédents, nous ne l'aurions peut-être pas engagé, et nous serions encore associés. Va-t'en! Adieu, Belle. Mais dis-moi, si je fais examiner les empreintes digitales sur le verre que tu tiens à la main, que découvrira-t-on? Que tu es recherché par la police? Que tu es une spécialiste en matière d'escroquerie? Que tu épouses les gogos pour leur argent? Miles est-il légalement ton mari? Allons, donne-moi ton verre. Salaud! Ordure! Ta figure! Je fis face à Miles, Belle empoigna son sac. Je me souviens d'avoir pensé que c'était un drôle de moment pour prendre une cigarette. À ce moment-là, je sentis la piqûre d'une aiguille. Comme la drogue m'envahissait, je me sentis pris de vertige, plongé dans un état de vacuité, sans plus. J'entendais tout, je voyais tout, mais même si une femme nue avait traversé la pièce, je n'aurais pas déplacé mon regard pour suivre son image une fois sorti de mon champ visuel, à moins d'en avoir reçu l'ordre. Miles m'assit sur une chaise. Voilà à quoi tu es arrivé. Es-tu devenu folle? Garde ton sang-froid, mon vieux. Nous allons lui faire son affaire une fois pour toutes. Quoi? Tu t'imagines que je veux prêter la main à un meurtre? Oh, la ferme! Ce serait la chose logique à faire, mais tu manques de cran. Heureusement, avec cette drogue, ce ne sera pas nécessaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Il fera ce que je lui dirai de faire. Et il ne nous causera plus d'ennui. Mais bon Dieu, Belle! Tu ne peux pas le garder indéfiniment sous l'effet de cette drogue! Cesse de parler comme un avocat. J'en connais les effets, toi pas. Quand il sortira de ce coma, il fera ce que je lui aurai ordonné de faire. Je vais lui ordonner de ne pas nous poursuivre et il ne nous poursuivra pas. Je lui ordonnerai de ne plus mettre son nez dans nos affaires et il nous fichera la paix. Si je lui dis d'aller à Tombouctou, il ira.
Si je lui dis d'oublier toute cette scène, il l'oubliera. Mais il n'en exécutera pas moins les ordres donnés dans l'intervalle. Je n'en crois rien. Vraiment? Pourtant, tu devrais. Quoi? Que veux-tu dire? Ah, laisse tomber. Cette drogue fonctionne à merveille. Mais d'abord, il nous faut... C'est à ce moment-là que Pete, qui était sorti de son sac et avait grimpé sur mes genoux, ne recevant pas de réponse de ma part malgré ses manèges, se mit à grogner. Dans les chats! Dans les chats! Faut le chasser d'ici! Ben, tue-le! Ah, toujours excessive, belle, hein? Mais Dan ferait plus de drame pour ce triste animal que si nous lui avions ôté jusqu'à son dernier sou. Je le tuerais moi-même avec ce tisonnier. Depuis le temps que j'ai envie de taper sur cette sale bête. Non! Non, laisse-moi essayer de le faire rentrer dans son sac! Là. Essayer est le mot juste. Pete n'aime être ramassé que par Ricky ou moi. Or, je ne m'y risquerai pas moi-même pendant qu'il hurle, sans avoir entrepris de sérieuses négociations préalables. Ah! Oh, la sale bête! Il enfonça ses griffes dans l'avant-bras de Miles et ses dents dans le gras du pouce. Mais bouge-toi donc! Mes jambes! Sale bête! Je n'ai pas très bien vu la suite. J'eus conscience de la bagarre grâce à des bruits de chute et de course, des cris, des jurons et des gémissements. Tout cela cessa subitement. Qui a laissé la porte de service déverrouillée? Cette sale bête s'est enfuie. Toi-même. Et nous casse plus les pieds avec tes histoires, ça suffit comme ça. J'ai le visage et les mains en sang, les vêtements tout déchirés. Du diable si je me tais. Il y a un fusil dans la maison. Hein? Je vais tuer ce sale chat. Est-ce que tu t'es regardé? Tu as les bras, les jambes, les épaules complètement zébrées. Ça ne te suffit pas? Je vais tuer ce chat. Non! Non. Tu vas te laver. Je vais te penser, tu en feras autant pour moi. Je t'en prie, oublie ce chat. Nous nous en sommes débarrassés. Il n'en est pas question. Écoute, Belle, si j'avais un fusil et que tu te mettes à tirer, nous aurions la police sur le dos en quelques minutes. Avec ce drogué là, chez nous. Et si tu sors de la maison avec une arme, ce chat serait capable de te tuer avant que tu n'aies eu le temps de le viser. Hein, écoute-le. C'est vrai. Il est effrayant. Ne te tracasse pas, il peut pas entrer, j'ai tout fermé. Allez. Allez, viens me soigner dans la salle de bain. Il revint recouvert de sparadrap. Belle se dirigea vers moi et m'ordonna de me lever. J'obéis. D'une main experte, elle me fouilla et découvrit le chèque barré endossé au nom de la compagnie d'assurance et les duplicata des formulaires que j'avais également signés pour la Mutual Assurance Company. Elle s'assit et se mit à les lire, bientôt imitée par Miles. Oh, ça change tout. Pire que ça. Cet engagement est pour le 4 décembre, c'est-à-dire demain. Ils vont le rechercher dès demain matin. Il faut nous en débarrasser tout de suite. Décidément, tu paniques à la moindre alerte. Au contraire, c'est une veine. Oui, le meilleur coup de veine que nous puissions espérer. Explique-toi, je ne comprends pas. Le long sommeil, c'est encore plus sûr que la drogue que je lui ai injectée. Il ne nous dérangera pas plus que s'il était mort. Et nous ne courrons ainsi aucun risque. Au lieu de lui donner toute une série de commandements compliqués et de nous tracasser à espérer qu'il ne les rejettera pas, tout ce que nous aurons à faire sera de lui ordonner de poursuivre son idée de long sommeil. Oui. Mais tu as sans doute raison. Tu vas voir. Dan, tu vas prendre le long sommeil. Tu désires prendre le long sommeil. Tu ne permettras à personne de t'empêcher de prendre ce long sommeil. Compris? Alors que vas-tu faire? Je vais prendre le long sommeil. À quelle heure as-tu rendez-vous? J'ai rendez-vous à midi à la Mutual Assurance Company avec le docteur qui doit m'examiner une nouvelle fois. Eh ben, on a tout le temps. Pourtant, il vaut mieux que nous le conduisions nous-mêmes pour plus de... Non. Oh non, c'est impossible. Qu'y a-t-il? Mais nous n'aurons pas le temps. Je lui ai administré une dose de cheval. Pour midi, il serait suffisamment désintoxiqué pour convaincre des tas de gens, mais pas un médecin. Appelle-les. Dis-leur qu'il y a eu un léger retard. Ah, la ferme. Laisse-moi réfléchir.
Dieu merci, ils se servent tous des mêmes formulaires gouvernementaux. Mon petit, il va falloir que tu me conduises immédiatement à l'usine. Comment? À l'usine? Pourquoi? À moins que tu ne connaisses un moyen plus rapide de me procurer une machine à écrire électrique avec les caractères officiels. Non, et puis non. Vas-y donc seul. Et puis, ramène-moi le tout. J'ai des coups de fil à passer. Mais quel coup de fil? À qui? Qu'est-ce que tu as encore inventé? As-tu entendu parler de la Master Assurance Compagnie? Oui. C'est une compagnie d'assurance qui fait à peu près les mêmes opérations que la Mutual Assurance Compagnie de Dan? Exactement. Sais-tu aussi que la Master fait partie du groupe Manix? Non, enfin, je l'ignorais, mais je vois pas ce que ça change. Écoute, Miles. Pourquoi crois-tu que nous ayons obtenu une offre aussi avantageuse de la Manix sans pouvoir garantir l'accord de Dan? J'en sais rien. C'est parce que je connais tous les dessous de la Manix. La maison pour laquelle je travaillais avant se chargeait d'établir les feuilles d'impôt des entreprises Manix. Jusqu'au jour où mon patron s'est trouvé dans l'obligation de quitter le pays. Ouais. Oui, je commence à deviner tes projets. Tu vas falsifier les formulaires de la Mutual Assurance Compagnie. Ouais, c'est bien ça. Il y a juste assez de place sur chacun d'eux pour remplacer Mutual Assurance par Master Assurance. C'est de la folie, ça. C'est excessivement dangereux si la Master s'en aperçoit. Ça n'apercevra pas. Question de relation. Un représentant de la Master nous prendra en charge dès que nous arriverons avec Dan. Allez, maintenant, dépêche-toi, il va me chercher cette machine à écrire. Et attention au chat, hein. Vers l'aube, Miles revint l'air hagard, portant la machine. Je fus laissé seul. Belle et Miles réapparurent quelques heures plus tard. Dan, tu as là un papier déclarant à la compagnie d'assurance qu'elle aura à sauvegarder tes actions de robot maison. C'est pas ça que tu veux? Tu veux me les donner à moi, n'est-ce pas? Non. Attends un peu. Tu sais que tu veux les donner? Oui. Je veux les donner. Bien. Où sont-elles? Dans ta voiture? Non. Alors où sont-elles? Je les ai assignées. Assignées? Mais mon Dieu, à qui? Je vais lui poser la question. Dan? À qui as-tu assigné tes actions? À la Bank of America. Ah bah c'est loupé. Oublions les actions, mon vieux. Faudrait plus qu'une lime à ongles pour les arracher à la banque. Et crois-tu qu'il mente? On ne peut pas mentir dans l'état où il est. N'y pense plus, Miles. Peut-être que lorsqu'il aura pris son long sommeil, nous pourrons démontrer que cette assignation n'est pas valable, puisqu'il nous les avait déjà vendues. Oh, ce que je regrette de ne pas avoir tué son chat. Tu ne crois pas qu'il est temps de l'emmener au sanctuaire de Satwell? Tu m'as dit que le représentant de la Master serait là à 10 heures. Il est déjà 9 heures. Tu as raison. Cher Danny, nous allons monter en voiture et ensuite tu auras le long sommeil. Tu comprends? Oui. Oui, j'aimerais bien dormir. Je voudrais prendre un long sommeil, mais... Qu'y a-t-il? Où est Pete? Pete devait faire sa cure de long sommeil avec moi. Pete? Oh, voyons. Danny, tu ne te souviens pas? Tu as envoyé Pete auprès de Ricky. Elle va s'occuper de lui. Ah oui. C'est vrai. J'ai expédié Pete auprès de Ricky. Je m'en souviens maintenant. Tout va donc pour le mieux. Ricky aime beaucoup Pete et elle en prendra soin. Nous pouvons partir.
Où sont mes vêtements? Retournez dans ce lit immédiatement, j'ai dit. Écoutez, je suis citoyen d'un pays libre, j'ai passé ma majorité et mon casier judiciaire est vierge. Vous ne me forcerez pas à retourner dans ce lit si je m'y refuse. Dites-moi, je vous prie, où sont mes vêtements? Sinon je sortirai tel que je suis et me mettrai à leur recherche. Très bien. Docteur Albrecht, s'il vous plaît. Bonjour, Monsieur Davis. Je suis le docteur Albrecht. Bonjour, docteur. J'aimerais rentrer en possession de mes vêtements. Monsieur Davis, j'ai aidé 8073 personnes à revenir à la vie normale. Vous êtes le numéro 8074. J'ai assisté à toutes sortes de gestes étranges de la part de ces revenants, si je peux les appeler ainsi. Certains veulent se rendormir et m'injurient quand j'essaie de les éveiller. Certains se rendorment effectivement et nous sommes contraints de les envoyer dans un autre genre d'institution. La morgue, sans doute. Oh, Monsieur Davis, d'autres pleurent sans fin en découvrant qu'ils ne peuvent prendre un billet de retour vers ce qu'ils ont quitté il y a X années. Et puis il y a ceux qui, comme vous, demandent leurs vêtements afin de se précipiter dans les rues. Mais pourquoi pas? Suis-je prisonnier? Non, vous pouvez avoir vos effets. Ils seront sans doute légèrement démodés, mais ça c'est votre affaire. Pendant que je les fais chercher, je vous demanderai de bien vouloir me confier la raison urgente qui vous pousse à sortir immédiatement alors qu'elle a attendu 30 ans. Est-ce réellement si urgent? Fichtre, oui, c'est urgent. Enfin, peut-être pas tant que ça, après tout. En ce cas, me feriez-vous, à titre personnel, le plaisir de regagner ce lit et de vous laisser examiner? Ensuite, vous prendrez votre petit déjeuner et peut-être serez-vous d'accord pour que nous bavardions tous les deux avant votre départ au grand galop. Ok, docteur. Pardonnez ma conduite. Ne vous excusez pas. Vous devriez voir certains des patients que nous accueillons. Ils grimpent au plafond. Mademoiselle? Oui. Envoyez un infirmier avec un petit déjeuner. Une seconde. Le menu, -4. Bien, monsieur. Monsieur Davis, remontez votre veste et tournez-vous. Je veux voir votre dos. Pendant que je vous examine, vous pouvez me poser des questions. Dites, docteur, y a-t-il encore des machines à distribuer du pop-corn à l'entrée des cinémas? La dernière fois que j'y suis allé, elles y étaient toujours. À propos, on dit circorama maintenant, plus cinéma. Tiens, pourquoi? Allez-y, vous verrez. Mais n'oubliez pas d'attacher votre ceinture de sécurité. À certains passages, toute la salle se balance. Retournez-vous. Voyez-vous, Monsieur Davis, vous avez beaucoup à apprendre. Ce problème se pose pour nous chaque jour. Il nous faut réadapter tous nos pensionnaires. Nous avons des dictionnaires ainsi que des manuels historiques et culturels destinés aux nouveaux réveillés. Ils sont conçus en fonction de l'année où ils ont pris le sommeil. Tout cela est absolument nécessaire pour combler les lacunes et prévenir les chocs. Ah oui, je suppose. Asseyez-vous, croisez les jambes. Le langage ne vous semblera pas trop difficile. Non, il ne vous faudra guère plus d'1 semaine pour apprendre tout le vocabulaire additionnel. Vous pouvez vous recoucher. Ce sera tout pour aujourd'hui. Ah oui, une certaine Madame Schulz a essayé plusieurs fois de vous joindre. Comment? Vous ne la connaissez donc pas? Elle a prétendu être une vieille amie. Schulz. Non, ça ne me dit rien. Vous prendrez la communication si cela vous plaît. Je vais signer votre bon de sortie. Pourtant, à votre place, je resterai encore quelques jours ici pour me réadapter. Tenez. Voici l'infirmier avec votre petit déjeuner. Lui? Ah, c'est vrai, c'est la première fois que vous voyez un robot infirmier. Et il est programmé pour remplir les tâches habituelles dans un hôpital. En ce moment, vous le voyez ajuster la table de chevet, la basculer devant vous, et y installer votre déjeuner. Mais il peut aussi vous frotter le dos. Je vous sers votre café. S'il vous plaît. Il répond à la voix humaine? Seulement à des ordres très simples, tels que arrêtez, sortez, oui, non, doucement, plus vite, venez ici, appelez une garde. Il en a la liste sur lui. Il vous la remettra si vous lui donnez un ordre non programmé susceptible de créer un dilemme dans son circuit.
Qui fabrique ce robot? Le robot U1, c'est la firme Aladdin. Aladdin Auto Engineering Corporation sont d'ailleurs fabricants de toute la série des robots universels. Je vous laisse maintenant. Un instant, que veut dire cette lumière qui s'allume sur l'automate? Hey, il va vous le dire. On m'appelle. Puis-je partir? Hein? Oui, bien sûr. Circuler. Alors, ce mot ne fait pas partie de son vocabulaire. Ah, sortez. Merci. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Je sors avec lui. Je reviendrai vous voir un peu plus tard. J'étais dans un ahurissement ravi. L'infirmier, c'était mon robot à tout faire de l'année 1970. Non plus le modèle biscornu et monumental que m'avaient volé Miles et Bell. Non, vraiment pas. Il ressemblait autant à l'ancien robot qu'une voiture à réaction ressemble à une diligence. J'en avais établi le plan de départ et celui-ci était le résultat de nombreux perfectionnements. Le petit-fils de mon robot, remodelé, amélioré, raffiné, rendu plus efficace, mais son petit-fils quand même. Ma toute première préoccupation, sitôt mon petit déjeuner terminé, le premier depuis 30 ans, fut de retrouver Ricky. Chère petite Ricky. Pas un seul instant, je n'imaginais qu'elle ait pu mettre à exécution notre projet de nous retrouver. Ce n'était qu'une enfant à l'époque. Voyons un peu, quel âge devait-elle avoir à présent? 40? Non, 41 ans. Si elle était riche, je lui permettrais de m'offrir un verre à la mémoire de la chère petite âme de Pete, à présent disparue. Et si quelque chose n'avait pas marché et qu'elle fut pauvre, malgré les actions que je lui avais laissées, dans ce cas, eh bien, fichtre, je l'épouserais. Oui, parfaitement. Qu'elle eût 10 ans de plus que moi maintenant était sans importance. Alors, au fond de moi, une petite voix s'éleva. Crétin, voyons, tu ne pourras pas épouser Ricky. Elle doit être mariée depuis une vingtaine d'années avec 4 gosses et un mari qui risque de ne pas t'apprécier dans le rôle du cher vieil oncle Danny. Bon, c'est entendu. Mais cela ne m'empêche pas de me mettre à sa recherche. Après tout, elle est la seule personne qui comprenait vraiment Pete. Hélas, toutes mes recherches s'avérèrent complètement vaines. La Bank of America n'avait jamais entendu parler de Frederica Virginia Gentry. Elle avait donc été volée, tout comme moi, pauvre Ricky. Je ne réussis pas davantage à retrouver la trace de ceux qui nous avaient spoliés. Les 2 oiseaux s'étaient envolés. Trois jours plus tard, je m'apprêtais à quitter le sanctuaire du Satwell. Quelles sont vos intentions? Moi, me procurer d'abord une carte de la ville, ensuite chercher un logement, puis me mettre à lire exclusivement des textes professionnels, mettons, pendant 1 an, docteur. Je suis un ingénieur hors circuit, mais je n'ai pas l'intention de le rester. Eh bien, bonne chance. N'hésitez pas à m'appeler en cas de besoin. Merci, docteur. Vous avez été très chic. Au revoir. Sachez que vous avez encore droit à 4 jours de récupération avec réadaptation sans frais supplémentaires. C'est compris dans votre contrat avec le sanctuaire. Merci, docteur. Soyez tranquille, vous ne me reverrez qu'en visiteur de passage pour un salut amical. Je descendis devant le bureau d'entrée, donnai mon nom au réceptionniste. En le regardant agir, je songeais que j'avais peut-être commis une bourde en rendant mon robot à tout faire aussi propre à tous les usages. Les réceptionnistes étaient de jolies filles dans le temps, et non des machines. Consolidated Sanctuary, que puis-je pour votre service? Madame Schultz à l'appareil. Je voudrais laisser un message pour Monsieur Danny Davis, un réveillé récent, chambre 17. Un instant, je vous prie. Madame Schultz vous demande, monsieur. Je vous la passe. Passez-la moi. Cabine numéro 2. Vous avez monsieur Danny Davis à l'appareil. Allô?
Vous êtes bien Danny Davis? Moi-même. Vous êtes Madame Schultz? Oh, Danny, mon chéri, c'est si bon de t'entendre. Tu ne dis rien? Tu ne me reconnais pas? Si, je te reconnais parfaitement, Belle. Quand pouvons-nous nous voir? Eh bien, d'ici quelques jours. Oh non, 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 je viens de chercher. Tu vas te trouver très dépaysé après 30 ans d'absence. J'arrive. Je suis là dans 1 heure, le temps de venir. Merde. Par ici, s'il vous plaît. Notre trésorier désire vous voir. Moi aussi. Et comment? Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Davis. Je suis monsieur Douty. Asseyez-vous, je vous prie. Je n'ai probablement pas besoin de vous prendre beaucoup de temps. Dites-moi simplement ceci. Est-ce que ma compagnie d'assurance arrange ses paiements par votre entremise? Ou dois-je me rendre à leur bureau? J'ai différentes choses à vous expliquer. Voici vos contrats. Voulez-vous y jeter un coup d'œil? J'avais certainement envie de leur jeter un coup d'œil. J'étais sur des charbons ardents depuis mon réveil, en me demandant si Belle n'était pas parvenue à me faire une entourloupette avec le chèque barré. Je fus donc tranquillisé en constatant qu'elle n'avait rien changé à mes arrangements, sauf que le contrat pour Pitt manquait, ainsi que celui concernant mon stock d'actions de la société Robot Maison. J'examinai avec soin les quelques 12 endroits où elle avait remplacé Mutual Assurance Company par Master Assurance Company. Cette fille était une véritable artiste. Réglons-nous toute l'affaire sur place? Oui. Dans ce cas, je ne prononcerai qu'un seul mot. Combien? Monsieur Davis, avant que nous abordions ce côté de la question, je voudrais attirer votre attention sur le fait que, suivant le contrat entre ce sanctuaire et la Master Assurance Company pour votre hibernation, votre entretien, votre remise en vie normale, tout a été payé d'avance. Ok, ça me paraît un bon arrangement. Oui, en effet. Cela protège celui qui ne peut rien, l'endormi. Il faut, par ailleurs, que vous compreniez bien que ce sanctuaire est une affaire totalement distincte de votre compagnie d'assurance que vous avez chargée de veiller sur vos biens. Mais où voulez-vous en venir? Possédez-vous d'autres biens que ceux que vous avez confiés à la Master Assurance Company? Non, aucun. Bien, en ce cas, je dois vous annoncer que vous ne possédez plus rien. Quoi? Mais qu'est-ce que vous me racontez là? J'ai un tas d'actions qui se trouvent dans une position excellente. Je l'ai vu dans les journaux. Et je regrette, monsieur Davis, vous ne possédez plus d'actions. La Master a fait faillite. Mais comment cela est-il arrivé? C'est arrivé peu après la panique de 87. La panique de 87? Oui. Mais le cours de l'or s'est effondré et nous avons dû abandonner les talons or. Cette matière première est à présent fort bon marché. Et vous comprendrez que beaucoup de gens se sont trouvés ruinés du jour au lendemain. Mais pourtant, la Master n'aurait pas sombré si elle n'avait été systématiquement pillée par ses responsables. Dites-moi, monsieur Douty, par pure curiosité, comment s'en est sortie la Mutual? La Mutual? C'est une maison sérieuse. Pendant la panique, ils ont pris le bouillon, comme tout le monde. Mais ils ont remonté le courant. Avez-vous une police chez eux? Non. Il y a une chose que je ne comprends pas. La Master faisait partie du groupe Manix. En effet. Est-ce que le groupe Manix n'est pas propriétaire de Robot Maison, qui fait d'énormes campagnes publicitaires dans les journaux? Robot Maison. Vous voulez dire la firme qui possède les automates domestiques? Oui. Ça semble à peine possible. Non. Au fait, ça n'est pas possible du tout, puisque la Manix n'existe plus. Enfin, peut-être y a-t-il eu des liens entre eux autrefois? Eh bien, monsieur Douty, je vous remercie de m'avoir informé avec délicatesse. Ne partez pas encore, monsieur Davis. La direction met une petite somme à la disposition des personnes dans votre cas. Non, pas de charité, monsieur Douty, je vous remercie. Ce n'est pas la charité, c'est un prêt. Bon, eh bien, le docteur Albrecht m'a dit que j'avais encore droit à 4 jours de logement et de nourriture dans la maison. C'est exact. Quel est le tarif de la chambre que j'ai occupée? Enfin, en tant que chambre d'hôpital avec pension. Environ $100 par jour. Alors, voulez-vous me prêter $400? Mais tout de suite. Voici. Merci infiniment. Dites-moi, monsieur Douty,
Tout juste pour me donner une idée, quel est le prix d'un repas? La nourriture est raisonnable. Pour $10, vous pouvez avoir un repas satisfaisant. Enfin, à condition de choisir un restaurant bon marché. Eh bien, merci pour le renseignement, et au revoir, monsieur Douty. Au revoir et bonne chance. Oh, Danny, oh, j'avais peur que tu ne sois déjà parti. Doucement, Belle, doucement, je n'en demande pas tant. Oh, mon chéri, mais je suis tellement contente, tellement folle de joie, tellement bouleversée de te revoir. Oh, je n'en doute pas après tant d'années. Mais dis-moi, tu as bien changé. Ah, tu me trouves changé? À la vérité, je ne t'aurais pas reconnu. Hein? Tu as beaucoup forci. Je ne dis pas que ça taille mal. À ton âge, tu dois bien avoir dans les 53 ans maintenant, non? Ou peut-être un peu plus. Bon, quelle importance, mon chéri. Toi, tu n'as pas changé du tout. Tu te rappelles comment j'étais la dernière fois que tu m'as vu? Non. Bourré de drogue, à un degré qui a bien dû vous faciliter les choses pour ma mise en sommeil. Oh, mais chéri, nous l'avons fait pour ton bien, c'est ce que tu souhaitais. D'accord. Oui, Miles, tu es Madame Schultz à présent. Oh, tu n'es pas au courant. Et comment le serais-je? Le pauvre Miles, le pauvre cher Miles. Il a vécu moins de 2 ans après ton départ, Danny. Le salaud m'a trompé. Oh, que c'est triste. Mais comment est-il mort? Une chute? Peut-être l'a-t-on un peu poussé? Ou bien une soupe à l'arsenic? Non, je plaisante. Qu'est devenu Ricky? Cette affreuse gamine. Comment le saurais-je? Elle est allée à l'époque vivre avec sa grand-mère. Où ça? Comment s'appelait sa grand-mère? Où ça? À Yuma, ou Tucson, ou bien un autre trou de ce genre. Peut-être Indio, je sais pas. Chérie, j'ai pas envie de parler de cette gamine impossible, j'ai envie de parler de... Non, mais un instant, comment s'appelait sa grand-mère? Comment, tu ne le sais pas? Et non, Ricky a toujours porté le nom de son beau-père, Gentry. Ah bah alors comment veux-tu que je me rappelle une chose pareille? Essaye. Oh, c'était quelque chose comme, attends, Anolon, ou Année, ou Hans, ou peut-être une clé. Écoute, sois pas agaçant, chérie. Si nous partions, ma voiture est devant la porte. Bien, très bien, allons-y. Oh, Danny, je suis contente. C'est celle-ci. Ah, pas très neuve. Les affaires ne vont pas bien? J'ai jamais été une fanatique des voitures. Alors, parle-moi de toi, Belle, mets-moi au courant. Comment Miles et toi vous êtes-vous arrangés avec les gens de la Manix? Mais il n'y a eu aucun arrangement. Tout ça a été de ta faute. Ma faute? Je n'étais même pas là. Ah, si, ça a été de ta faute. Cette espèce de monstre que tu avais fabriqué avec un fauteuil roulant, c'était ça qu'il voulait, et il avait disparu. Mais comment ça a disparu? Où était-il? Bah, tu dois le savoir, c'est toi qui l'avais pris. Moi? Belle, tu es folle. J'aurais été incapable de prendre quoi que ce soit, j'étais congelé dans le sommeil. Bah, c'est forcément toi. Personne d'autre ne connaissait sa valeur. Oh, ce tas de ferraille. J'avais bien dit à Miles de ne pas le mettre dans le garage. Et si quelqu'un l'a volé, je doute fort qu'il soit parvenu à le faire fonctionner. C'est vous qui aviez toutes les notes, les instructions et les plans. Nous n'avions rien du tout. Miles, cet idiot, les avait tous fourrés à l'intérieur du machin quand nous l'avons déplacé pour le mettre à l'abri. Bel euphémisme. Mais dis-moi, quand l'affaire avec la Manix est tombée à l'eau, qu'avez-vous fait de notre entreprise? Nous avons continué à la faire marcher. Puis Miles a prétendu que nous devions nous retirer. Miles était un faiblard. Quant à moi, je voulais que nous continuions. L'affaire en valait la peine. Mais Miles a insisté. Bref, qu'est-il arrivé? Nous avons vendu à Jerry Manufacturing, qui a repris notre appellation Robot Maison, sous laquelle elle existe maintenant. Vous avez tous deux cédé vos actions à Jerry Manufacturing quand vous avez vendu l'affaire? Qu'est-ce qui fait croire ça? Il m'a trompé. Le salaud, il m'a trompé. Il m'a tout volé. Il m'avait tous volé. Et toi plus que les autres, Danny. Toi, toutes les gentillesses que j'avais eues pour toi. Comment t'a-t-il trompé, Belle? Comment? En laissant tout à cette sale gamine. Et elle n'était même pas sa fille. Oh, c'est la première bonne nouvelle que j'entends. Oh, je sais. T'es amoureux d'elle. Hein. Cette sale petite mot, mais cette horrible chat. Belle, tu vas me donner la dernière adresse de Ricky et de sa grand-mère. Je sais que tu la connais. Tu es odieux. Ah. Non, je la connais pas. Je n'ai vu Ricky et sa grand-mère qu'une seule fois au tribunal quand elles sont venues à propos du testament. Quand cela se passait-il? Oh, tout de suite après la mort de Miles. Mais quand est-il mort? Oh, tu veux trop en savoir. Tu es aussi assommant que les enquêteurs. Des questions, encore des questions. Oublions tout, soyons nous-mêmes. Il n'y a que toi et moi maintenant, chérie. Et nous avons l'avenir devant nous. Une femme n'est pas vieille à 39 ans.
Nous pourrions être si heureux ensemble. Arrête-toi là, veux-tu? Chérie. Il faut que je te quitte. Oh, comment, chérie? Ici, au bord du trottoir? Oh, il est encore si tôt. Nous avons toute la journée et toute la nuit devant nous. Tu ne sais même pas où coucher, alors je pensais que tu... Je me fiche de ce que tu penses, je dois m'en aller tout de suite. Oh, mon Dieu, quel dommage. Quand est-ce que je te reverrai? Demain? Je suis terriblement prise, mais je vais décommander tous mes rendez-vous et... Je ne te reverrai plus, Belle. Plus jamais. Je pris de là le chemin de l'usine dépendant de la société Robot Maison, dont j'avais noté l'adresse au sanctuaire, et m'y présentai pour essayer d'obtenir du travail. Je remplis une douzaine de questionnaires ne concernant en rien le travail d'ingénieur, et un seul s'y rapportant, et je parvins à me faire recevoir de l'un des adjoints administratifs. Asseyez-vous, monsieur, je vous prie. Merci. Je viens de jeter un coup d'œil sur votre dossier. Le seul diplôme que vous ayez est celui d'ingénieur. Mais il est malheureusement sans valeur pour nous, puisque vous n'avez pas exercé depuis 30 ans. J'étais en long sommeil pendant cette période, je viens d'en sortir. Encore un. Mais, monsieur, cela rend la chose encore plus impossible. De toute façon, nous n'engageons pas de personnel au-dessus de 45 ans. Mais j'en ai 30. Vous êtes né en 1940, je regrette. Que suis-je censé faire? Me tirer une balle dans la tête? À votre place, je postulerais pour une pension de vieillesse. Écoutez, jeune homme, vous allez immédiatement prévenir votre directeur général que le fondateur de la firme Robot Maison, Daniel B. Davis, désire lui parler. Ou bien, foi de sexagénaire, vous recevrez la plus belle raclée de votre vie. Je suis désolé, monsieur Davis. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je vais prévenir notre directeur général, monsieur Curtis. Monsieur le directeur, j'ai là dans mon bureau monsieur Daniel B. Davis, fondateur de Robot Maison. Il était en long sommeil et il aimerait rentrer comme ingénieur dans notre maison. J'y vais. Oui, monsieur. Ah, monsieur Davis, quelle surprise de vous voir. Oui, nous pensions que vous étiez mort. D'ailleurs, l'histoire officielle de la compagnie le prétend. Simple rumeur, un homonyme. Galloway m'a dit en 2 mots ce qui vous amène. Que faites-vous actuellement? Pas grand-chose, à vrai dire. Pourquoi? Pourquoi? Bon, n'est-ce pas évident? Oh, vous entendez, Galloway? Oui, monsieur. Vous êtes bien tous les mêmes, vous autres, incapables de saisir une opportunité commerciale, même si elle vous crève les yeux. Pourquoi, monsieur Davis? Parce que vous êtes un élément de vente formidable, un élément romanesque. Mais je vois d'ici les titres. Le fondateur de la firme sort du tombeau pour rendre visite à son enfant. L'inventeur du premier robot domestique. Observons les fruits de son génie. Une minute, s'il vous plaît. Je ne suis pas un sujet publicitaire ni une vedette de Circorama. Je tiens à ma vie privée. Je suis venu ici pour obtenir du travail en qualité d'ingénieur. Voyons, monsieur Davis, il est bien évident que vous êtes dans une situation très très particulière. Vous avez fondé non seulement cette firme, mais l'industrie entière des automates. Et néanmoins, l'industrie a progressé pendant vos 30 ans de sommeil. Alors si nous vous prenions au titre de, disons, ingénieur honoraire des recherches. Quelle signification exacte cela aurait-il? Toutes celles qui vous conviendront. Pourtant, je dois vous prévenir, franchement, que vous serez tenu de collaborer avec monsieur Galloway. Oui, nous devons vendre aussi. Aurais-je la moindre chance de faire des travaux de recherche? Cela dépend de vous. Vous aurez des facilités, vous pourrez entreprendre ce que vous désirez, vous avez ma parole. Eh bien, j'accepte votre offre. Voilà qui est réglé. Galloway. Oui, monsieur. Galloway, pour commencer, vous ferez prendre des photos de monsieur Davis avec le tout premier modèle du robot maison. Oui, monsieur Curtis. Cela ne vous ennuie pas, Davis? Nullement. Je serais content de le revoir, ce brave vieux robot. Pendant les 2 mois suivants, tout alla pour le mieux. Je disposais de tous les outils que je pouvais désirer, des journaux techniques, des indispensables catalogues de fabrication, d'une bibliothèque bien fournie, sans compter la joie de parler maison, véritable mélodie pour moi. Il semblait que la firme actuelle soit le résultat d'un de ces transferts d'actions auxquels on a recours pour éviter les impôts. Le paquet d'actions de Robot Maison avait été troqué contre celui de Jerry Manufacturing, et la nouvelle firme avait pris le nom de celle que j'avais fondée.
À mes moments perdus, je continuais à rechercher Ricky en me basant sur les indications que Bell m'avait données, me promettant de me faire aider par des professionnels dès que mes moyens le permettraient. Je me liais d'amitié avec Chuck Freudenberg. À mon avis, Chuck était le seul véritable ingénieur qu'il y eût dans la maison. Les autres n'étaient que des mécaniciens suréduqués. Grâce à son aide bienveillante, je devins rapidement un ingénieur moderne, aux connaissances progressivement mises à jour. Chuck et moi avions l'habitude de passer nos soirées à boire des chopes de bière en discutant de problèmes qui nous tenaient à cœur. Ce soir-là, quand il entra dans mon bureau, j'étais en train d'examiner le contenu d'une grosse enveloppe que je venais de recevoir. Tiens, je te croyais déjà parti depuis longtemps. Allez, toi donc, tu dormiras mieux chez toi. Écoute, Chuck, j'ai une idée formidable. Achetons un tonneau de bière et 2 pailles. Pour fêter quoi exactement? Regarde ces plans. Ce sont ceux du robot humain que la firme Aladdin construit. Mais comment est-ce que tu les as eus? J'ai écrit au bureau des brevets. Regarde maintenant la date du brevet. 1970, mais il est expiré. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Regarde plutôt le nom de l'inventeur. D.B. Davis? Mais c'est le tien. Tu m'avais caché que tu étais aussi le père du robot universel. C'est que je l'ignorais. Comment cela? Tu te rappelles ce que je t'ai raconté au sujet de mon prototype, le robot à tout faire, qui m'a été volé avec tous les plans? Eh bien, celui-ci en est une sorte de version améliorée. Il est mieux que le mien, avec davantage de possibilités et une mécanique plus simplifiée, mais la notion de base est la même. Alors c'est très simple. Celui qui te l'a volé l'a remis à un autre ingénieur qui l'a amélioré. Ensuite de quoi le brevet a été demandé en ton nom. Oui, mais pourquoi en mon nom? Tiens, cette question. Tu ne risquais pas de déranger ton voleur, puisque tu en avais pris pour 30 ans de ton long sommeil. De toute façon, à ton réveil, le brevet ne valait plus rien. Miles se serait donc approprié le robot pour son compte exclusif, faisant croire à Belle que l'appareil avait été volé. Mais ce n'est pas idiot s'il se méfiait d'elle. Je ne vois pas d'autre solution à cette énigme. À moins que tu n'aies complètement embrouillé tous tes souvenirs d'avant ton sommeil. Ou alors je fais de l'amnésie. Il me faut une certitude. Doucement, vieux. Qu'est-ce que tu comptes faire? Téléphoner au médecin qui m'a rééduqué lors de ma sortie du long sommeil. Allô, docteur Albrecht? Lui-même? Dan Davis à l'appareil. Ah, j'ai reconnu votre voix. Salut, mon garçon. Comment va le travail? Plutôt bien, ils ne m'ont pas encore proposé une part dans l'affaire. Ah, laissez-leur le temps. Et par ailleurs, heureux? Vous vous réadaptez? Très bien. Pour rien au monde, je ne retournerai en 1970. Si j'avais su, j'aurais commencé plus tôt. Oh, n'exagérons rien. Hein. Je me souviens de cette époque-là. Je m'amusais plus qu'aujourd'hui. Chacun ses goûts. Je préfère aujourd'hui. Dites, docteur, je ne vous ai pas appelé pour philosopher. Il m'arrive quelque chose de troublant. De quoi s'agit-il? Est-il possible que le sommeil hypothermique provoque de l'amnésie? Ce n'est pas impossible. Bien que pour ma part, je n'ai jamais rencontré de cas de ce genre. Qu'est-ce qui peut susciter l'amnésie? Oh, toute une série de choses. Le désir inconscient qu'en a le malade, un choc sur le crâne, les amnésies par suggestion, sous l'action de drogue ou de séances d'hypnotisme. Mais qu'avez-vous, mon garçon? Il y a des choses d'avant ma cure dont je ne parviens pas à me souvenir. Et ça m'ennuie beaucoup. Ah, je vois. Mais y a-t-il une possibilité du genre de celle que je vous ai énumérée? Oui, toutes. Ah, venez me voir. Je vous aiguillerai sur un hypno-analyste qui vous épluchera la mémoire comme un oignon. Merci, docteur. Je viendrai la semaine prochaine. N'y manquez pas. Au revoir. Au revoir. Voilà ce que je craignais. Écoute, Dan, si tu vas voir un de ces fouilleurs de cerveau, tu es foutu. Mais d'après toi, que devrais-je faire? Primo, ne pas gaspiller ton temps et ton argent chez les psychiatres. Secondo, me laisser organiser un déjeuner avec Springer, l'ingénieur en chef de la firme Aladdin. Entre une côtelette et une salade, il te dira qui a cédé à cette firme le brevet original et qui en a bénéficié. Enfin, troisième chose à faire, oubliez tout ça et allez boire un coup. Je me mis au lit, tout heureux, avec les journaux de la semaine. Je ne jetais jamais un journal sans avoir regardé les gros titres et vérifié la rubrique État civil, non aux colonnes des naissances, mariages, décès, mais à celle des retraits de réveillés récents.
Ne découvrant aucun nom connu parmi les revenants de la semaine, je m'allongeai et ne tardai pas à m'endormir. Vers 3 heures du matin, je m'éveillai et m'assis brusquement. Je venais d'avoir un drôle de rêve. Ricky me tenait sur ses genoux. Ricky, ma petite Ricky, je t'ai enfin retrouvée. Je t'ai cherché partout, tu sais. Mais tout va bien, Danny. J'ai retrouvé Pete, et maintenant nous ne nous quitterons plus. N'est-ce pas, Pete? Persuadé, je ne sais pourquoi, d'avoir raté le nom de Ricky dans les colonnes de l'état civil, je repris la pile de journaux et me remis à les lire un par un. Cette fois-ci, je parcourus tous les paragraphes. Naissance, mariage, décès, divorce, adoption, changement de nom, mise en sommeil et retrait. Tout y passa car je me disais que le nom de Ricky avait pu m'échapper n'importe où. Elle avait pu se marier ou avoir un enfant. Je faillis rater ce qui avait peut-être déclenché mon rêve. Dans la liste des retraits de la veille, on lisait « Riverside Sanctuary, F.V. Heinicke ». F.V. Heinicke. Frederica Virginia Heinicke. Heinicke, j'en étais sûr maintenant, était le nom de la grand-mère de Ricky. J'étais bien incapable de retrouver pourquoi, je le savais. Peut-être qu'enseveli au fond de ma mémoire, il m'était réapparu à sa lecture. Je me précipitai sur l'annuaire téléphonique et relevai, en tremblant de joie et d'anxiété, le numéro du Riverside Sanctuary. Allô? Allô, Riverside 6901? Alors ici le sanctuaire de Riverside. On a dû vous donner un faux numéro, nous sommes fermés la nuit. Ne raccrochez pas, je vous en prie. Si vous êtes le sanctuaire de Riverside, c'est bien à vous que je désire parler. Ah bon? Mais que désirez-vous? Vous avez une cliente du nom de F.V. Heinicke, une réveillée récente. Je voudrais savoir si... Non, nous ne donnons pas de renseignements sur nos clients par téléphone, et surtout pas au milieu de la nuit. Non, rappelez demain matin après 10 heures. Ou alors venez en personne. Je viendrai sûrement, mais je voudrais un simple renseignement. Quel prénom désigne les initiales F.V. Enfin, monsieur, mais je vous ai dit que... Non, je vous en supplie, écoutez-moi, je suis un ex-dormeur du sanctuaire de Satwell, réveillé récemment. Le nom de votre cliente a été publié dans les journaux. Or, les sanctuaires donnent toujours les prénoms entiers de leurs clients, que les journaux ramènent à des initiales pour gagner de la place. C'est possible. Bon, alors quel mal y a-t-il à ce que vous me donniez ces deux prénoms? Oui. Aucun mal, sans doute, si c'est tout ce que vous désirez savoir. Bon, je vous demande pardon un instant. Comment vous avez dit déjà Heinicke. Heinicke. Oui. Oui, attendez, ce qu'on y voit mal à mon âge, bon sang. Voyons. Heinicke, c'est ça, voilà. Non, c'est pas Franche, c'est Frederica Virginia. Ah, merci, mon Dieu. Alors, monsieur, ça ne va pas? Non, ça va, merci. Merci du plus profond du cœur. Ça va très bien. Ça va très bien. J'aurais gagné du temps en prenant une voiture, mais je n'avais pas un sou sur moi. Il me fallut donc prendre l'autobus afin d'aller chercher de l'argent. Une amélioration capitale que je n'avais guère appréciée jusque-là était le nouveau système de carnet de chèques universel valable dans toutes les banques. Avec le code radioactif de mon chéquier vérifiable par le cerveau électronique qui commandait toutes les banques de la ville, on me donna des billets aussi rapidement que si j'avais été me faire régler à la caisse de Robot Maison. Ensuite, j'attrapai l'express pour Riverside. Quand j'arrivai devant le sanctuaire, le jour s'était levé. Je me présentai à la direction du sanctuaire. Mon nom est Daniel B. Davis, Dr. Ramsey. Vous devez avoir une cliente du nom de Frederica Virginia Heinicke. Je présume que vous pouvez justifier de votre identité? Et voici mon permis de conduire. Il date de 1960 et mon certificat de sortie du sanctuaire de Satwell. Bien. Vous pouvez reprendre vos papiers. Je crois qu'elle est censée sortir de cure aujourd'hui. N'y a-t-il pas des instructions pour que je puisse assister à son réveil? Enfin, c'est-à-dire pas à tous les traitements qu'on lui fera subir, mais à la fin, au moment où elle reprendra conscience. Les instructions concernant cette cliente ne disent pas qu'elle doit être réveillée aujourd'hui. Vraiment? Non. Voici ce qui a été notifié. Au lieu
d'être obligatoirement réveillée aujourd'hui, elle désire ne l'être que lorsque vous serez là. Alléluia! Vous devez avoir un cœur d'or. Je ne puis mettre un tel vœu sur le compte de vos avantages physiques. Oh, vous pouvez y aller. Je sais que j'ai l'un des 12 visages types du citoyen moyen. Je suis aussi reconnaissable qu'une cacahuète parmi d'autres cacahuètes. Bon, vous pouvez attendre dans le hall ou revenir. Nous n'avons pas besoin de vous d'ici 2 heures. Ah, je vais faire un tour. Oh, j'oubliais un détail, monsieur Davis. Faut-il réveiller le chat d'abord ou... Vous avez bien dit le chat? Oui. Pétronius le sage, un chat de gouttière, que mademoiselle Heineke a fait endormir en même temps qu'elle. Ah, docteur, vous ne savez pas le bien que vous me faites. Depuis mon réveil, je n'arrête pas de penser à mon pauvre Pete, condamné à la solitude, fouillant les poubelles à la recherche de restes de nourriture, l'échine saillant de plus en plus sous la peau, jusqu'au jour où il meurt, en croyant que c'est moi qui l'ai abandonné. Ça n'est pas le cas? Oh non, ce n'est pas le cas. Mais ce serait trop long à vous expliquer. Et aujourd'hui est un jour de fête. Je ne veux plus rien savoir du passé. Réveillez le chat en premier, nous irons tous les deux au chevet de Ricky. Elle est encore sous l'influence hypnotique. Si vous voulez bien rester là, je vais à présent l'éveiller. Je crois qu'il vaudrait mieux faire sortir ce chat. Ah, il a dit non, docteur, il est formel. Très bien, comme vous voudrez. Réveillez-vous, Frédérica. Réveillez-vous. Ses paupières ont frémi. Réveillez-vous. Il faut que vous vous réveilliez tout de suite. Oh, Danny. Et Pete. Ma petite Ricky. Oh, tu n'as pas changé. Tu es à la fois ma petite Ricky d'autrefois et celle que tu promettais d'être. Oh, Danny. Oh, j'avais peur que tu ne sois pas là à mon réveil. Mais nous n'avions pas pris rendez-vous. On ne m'en a pas laissé le temps. Oh, je sais, papa m'a tout raconté avant de mourir. Il m'a supplié de réparer le mal qu'il t'avait fait si nous nous retrouvions. Je le lui ai promis. Je crois que je le bénis pour ce mal. J'ai cherché comme un fou une Ricky de 41 ans que je redoutais de retrouver mariée et mère de famille, et c'est une Ricky de 20 ans qui m'arrive tout droit du passé. Tu sais, Danny, papa m'a demandé de te remettre toutes ses parts de robot maison et celles d'Aladin, la firme qu'il a fondée grâce à ton robot à tout faire. La Cosmopolitan Insurance Company a tous les papiers qu'il te faut. Mais alors nous sommes très très riches, ma petite Ricky. Le jour même, je louai un taxi et nous filâmes tous les trois à Yuma. C'est là, sur le livre de l'état civil, que j'apposai mon nom tout entier, Daniel Boone Davis, à côté de celui de Frederica Virginia Heineke. Quelques minutes plus tard, je me trouvais debout, sa petite main serrée dans la mienne, et bafouillant. Moi, Daniel, je te prends, Frédérica, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Frédérica, acceptez-vous de prendre Daniel, ici présent, pour époux? Oui. Il n'y a plus grand-chose à raconter. Ricky fut une épouse telle qu'on eût cru qu'elle en avait inventé l'État. Quant à moi, eh bien, j'avais Ricky. Pour le vieux Pete, j'ai construit un cabinet pour chat, en prévision des jours de trop mauvais temps. Dispositif automatique, se nettoyant mécaniquement, hygiénique et inodore. Néanmoins, comme Pete est le plus authentique des chats, il préfère sortir. Il n'a jamais abandonné la conviction que si l'on essaye toutes les portes, on doit obligatoirement trouver celle qui donne sur l'été. Et je ne suis pas loin de croire, voyez-vous, qu'il a raison.
Dans la série des émissions dramatiques de science-fiction, vous avez pu écouter Une porte sur l'été de Robert Heinlein, adaptation radiophonique de Catherine Bourdet, avec Jean-Pierre Cassel dans le rôle de Dan et Pierre Mondy Miles, Claude Jansac Belle. Participaient également à cette émission René Clermont, Agathe Natanson, Guy Pierrot, Bernard Jousset, Hubert de Lapparent, Christine Malouvier, Jacques Maire, Jean-Paul Tamaris, Jean-Pierre Moreux, Joé Noël. Bruitage Louis Amiel, chef opérateur du son Marcel Grenier, collaboration technique Claude Massé.